Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous amène avec moi pour une visite des vergers de l'éco-village de Pourgues. Quelques mots sur ce site. Donc l'éco-village de Pourgues existe depuis environ 3 ans maintenant et la taille totale fait environ 80 hectares et ils ont dédié une partie pour les vergers qui fait environ 2 hectares, peut-être un peu plus. Je peux me tromper sur ce chiffre-là, mais c'est dans cet ordre-là, dans lequel ils ont planté 300 arbres fruitiers et en plus des différentes plantes, arbustes et même des espèces indigènes. Et tout cela dans le but d'une autoconsommation pour que les villageois puissent se nourrir de leurs propres fruits. Je profite pour remercier encore Benoît qui nous a fait visiter les 2 vergers et la mare de biodiversité. On a parlé de pas mal de sujets très intéressants pour ceux qui s'intéressent à la production des fruits et l'entretien. Donc on a parlé des choix d'espèces, et le positionnement des arbres, l'espacement des arbres, l'entretien, les nuisibles et comment protéger les arbres pour qu'ils ne se fassent pas bouffer. En tout cas dans ce site-là, il fallait employer certaines stratégies. Dans la description en dessous de la vidéo, vous trouverez une table des matières avec laquelle vous pourrez vous diriger vers les moments qui vous intéressent le plus de cette visite. Vous trouverez aussi un lien vers l'article du blog où j'ai simplement listé et résumé l'ensemble des méthodes et stratégies dont Benoît nous a parlé. Et avant de commencer, je rappelle que toutes les méthodes, tous les choix qu'on peut observer sur un terrain ne sont pas forcément adaptés pour notre terrain. Et donc, quand on choisit une méthode, on fait un certain choix, on va le faire en suivant différents facteurs comme le climat de notre terrain, la terre, les objectifs qu'on vise, les ressources qu'on a à notre disposition, etc. Donc on ne peut pas faire du copier-coller, mais pour cette visite-là, on peut apprendre beaucoup de choses, ce qu'ils ont fait, comment ça a marché, pourquoi ils l'ont choisi, etc. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Bonne visite! Donc on a essayé de respecter les licences de plantation. On n'a pas voulu faire un truc linéaire. Donc déjà on s'est positionné dans des pentes qui n'étaient pas exploitables autrement, ni pour le glamping, ni pour l'agricole. Donc on a mis ça sur des pentes et puis en plus sur des zones de suintement. On a une nappe phréatique qui vient des autres toitures de la maison. Une petite nappe. En fait c'est rigolo parce qu'avant à la place de la serre, il y avait un petit trou, c'est une cuvette dans laquelle les paysans avaient creusé un petit trou pour faire une réserve d'eau pour les vaches l'hiver. On a une nappe phréatique 4 mètres sous le niveau de la maison qui se remplit avec les eaux vraiment certainement avec les eaux de toiture parce que il y a 2 ou 3 000 mètres carrés de surface là-haut. C'est pas grand chose. Mais bon, toutes ces eaux elles s'infiltrent dans le sommet de la colline pour ressortir à peu près à ces zones-là. On a un peu de partout autour de la maison, dans le jardin devant, côté sud, dans le jardin derrière. Et ici, on a des suintements de flotte assez palpables, suffisamment palpables pour que ça se voit sur la végétation. Donc on a visuellement choisi ces zones qui étaient plutôt fraîches pour planter les arbres, pour qu'ils peinent moins. Parce qu'en fait, ces arbres-là, on a eu de la chance qu'ils flottent les 2-3 premières années, donc on n'a pas eu de problème d'arrosage. Bon, l'année dernière, il a fait un peu sec, je les ai soutenus un petit peu. Donc pas d'arrosage les 2 premières années? Non, on a eu de la chance, on a eu 100 mm en juin la première année, 100 mm en août la deuxième année, donc ça nous a sauvés quoi. On n'a pas eu besoin j'ai pas eu besoin de courir pour les arroser. Est-ce que vous avez eu des pertes? Des arbres qui sont morts? Rien du Très tout. peu. Ce qu'on a eu comme perte en fait, c'était sur ces sols argileux. On a voulu tenter des kiwis. Les kiwis, ça n'aime pas l'argile. Ça n'aime pas les sols engorgeants. Qu'est-ce qu'on a raté? Il y a peut-être 2-3 arbres, mais on a eu très peu de pertes. Peut-être 3-4% de pertes sur les 300 arbres qu'on a plantés. On a vraiment eu beaucoup de chance. D'accord. Donc là, il y en a un, j'en vois. alors que cette année, tu vois, les arbres que j'ai plantés, il y en a déjà 2-3 qui ont séché et qui ont du mal
ont du mal à venir parce qu'on a eu un hiver sec et un printemps qui est très sec. Donc malgré le fait qu'ils soient dans une zone assez fraîche au bord de la mare, c'est difficile. Donc bon, on va voir. Hein. Et puis j'essaierai de soutenir si on peut, mais bon là au bord de la mare, ça va être compliqué, c'est loin. Donc ce verger, donc on les a plantés vraiment très très espacés. On a essayé de respecter les diamètres de croissance optimales. Et donc on les a plantés pour les gros arbres, on leur a accordé des cercles de croissance à 4 mètres de rayon. Et puis c'est les données optimales, hein, parce que bon, un kaki, avant qu'il fasse 7 mètres d'envergure, il faudra du temps. Hein. Donc ça va rester une savane fruitière pendant un bout de temps. Ça c'est un kaki, un petit kaki. Alors qui a peiné la première année. Les autres kakis qui ont 4 ans maintenant. 4 ans, ils ont bien poussé. Celui-là il a donné déjà une vingtaine de kilos l'année dernière. Là-bas. Ces feuilles luisantes, ça fait des kakis ça. Tu vois les petites fleurs. Ouais, effectivement. Fleurs. Ouais, c'est mignon ces petites fleurs. Enfin c'est très particulier, ça ressemble pas du tout aux floraisons. Aux floraisons de nos fruitiers. C'est orange, c'est rond comme une pomme. Et puis c'est rigolo, le kaki, c'est une ébénacée. C'est le bois d'ébène. Hein. En sous les tropiques, c'est ce qui fait le bois d'ébène. Donc, je ne sais pas si le bois d'ébène a des kakis d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est les mêmes familles. Hein. Puis après, alors la région, c'est vraiment pommier, poirier, cerisier, prunier. Donc on a une cinquantaine de pommiers, une quarantaine de poiriers, une quinzaine de kakis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, 5-6 cerisiers. Et puis à chaque fois, on a rarement 2 variétés identiques. Donc c'est souvent des unités. Alors ça nous fait un petit verger conservatoire. Et alors ce qui est particulier, c'est qu'on a voulu disperser au maximum les variétés, les essences. Donc il n'y a rien d'homogène. On a des kakis mélangés avec des pommiers, des cerisiers. En plus, on a voulu se donner toutes les chances qu'en fonction des expositions, de la nature des sols, on puisse avoir un peu de fruits de chaque variété. Donc en fait, on a dispersé tout ça et mélangé tout ça un peu au feeling et en fonction de l'envie. On a vraiment dispersé nos petits. Donc ça va faire le jour où ça arrivera en production, dans 10 ans, ça va être un peu coton à retrouver ces petits. Mais bon, c'est pour ça qu'on a des plans et qu'il va falloir faire un plan numéroté en disant telle quinzaine, c'est dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Il va falloir faire des récoltes. T'as envie de parler toi aussi, hein? Et donc voilà, on a posé un petit verger en dessous de la route. C'est l'endroit le plus chaud, le plus sec, sud-est. Donc là, on a mis les trucs les plus exotiques. On a mis quelques amandiers. Le long de la route, il y avait déjà des amandiers. On a remis 2 amandiers. 2 amandiers, ça va pas faire lourd. Hein. Mais on a voulu tenter des aziminiers. C'est quoi ça? Aziminier, c'est rigolo. C'est une sorte, ça fait un fruit qui ressemble à de la mangue avec des pépins. Et donc c'est particulier, mais bon, j'ai eu l'impression que ça apprécie pas énormément aussi ces terrains argileux. Et puis ça a besoin d'irrigation un peu au démarrage, et comme on ne l'a pas fait, ils ont un peu peiné. Puis en Amérique, les aziminiers, ils sont plutôt des arbres de sous-bois. De sous-bois. Il faut Donc remettre de l'ouvrage au démarrage. ils peuvent supporter le plein soleil, mais peut-être plus des chances quand on a un peu d'ombre, ou alors qu'il y a assez d'humidité, comme tu disais. Ouais. C'est des greffés aussi? Comment? Est-ce que Là, vous avez pris des plants greffés alors pour vraiment ce terrain-là? Généralement, on a pris des plants greffés, donc c'est des pépiniéristes bio. Hein. Ouais, mais d'ici quoi. Alors pour les pommiers, les poiriers, les cerisiers, c'est des pépiniéristes ici, locaux. Donc alors on a des variétés greffées. Généralement les pruniers et les cerisiers sont greffés soit sur Sainte-Lucie, soit sur Mirobolan, là, le prunus rouge. Mais sinon les pommiers et poiriers, on a pas mal de pommiers et de poiriers greffés sur franc. D'accord. Des variétés greffées sur franc. Ce qui donne des arbres avec des ports plus importants et puis avec une productivité plus longue que
que les variétés greffées sur des variétés à productivité accélérée. Ouais. Après, il y a des greffes aussi qui se font sur des racines qui restent en surface ou alors qui vont chercher en profondeur. Ça, ouais. Ouais, bon, on a quelques pommiers greffés sur des M106, des choses comme ça, qui sont adaptés à ces sols un peu lourds, un peu calcaires. Ok, Bon, on verra bien. d'accord. On verra bien. C'était plutôt pour avoir ces porte-greffes commerciaux, c'était plutôt pour avoir des fruits des arbres qui viennent rapidement à fruit. Ouais. Après, les francs, bon, généralement, ils sont donnés pour venir plus longtemps, avec plus d'années de mise à fruit. Et ils sont énormes en fait. Et ça fait des beaucoup plus gros arbres. Mm. Généralement, un greffé sur un... C'est plutôt des ports un peu nanisants, les greffes commerciales classiques. Ça te fait des petits arbres, mais qui donnent vite à fruit, mais qui vivent une quarantaine d'années. Alors que les francs, ça te fait vraiment sur des pommiers et des poiriers, ça peut faire des gros arbres. Comme les aussi gros que le figuier. Comme le sauvage. Comme du sauvage. Bon, Je vois que vous faites de consoude, un peu d'association au pied d'arbre. On s'est amusé à faire le maximum d'associations au pied les consoudes, là, elles sont un peu fanées. Ouais, on a essayé de mettre beaucoup de consoudes. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Bon, sur les pêchers, j'ai mis on les voit de temps en temps, il y a différents endroits où on les vend mieux. Sur les pêchers, je me suis amusé à mettre du poireau, de l'oignon perpétuel, des choses comme ça. Je me suis amusé à mettre des cardes. Ça décore, ça me permet de gérer l'enherbement au pied des arbres. Ça fait de l'ombrage, on a fait beaucoup de paillage. À l'installation des arbres, généralement, on leur a mis beaucoup de paillage. On leur a mis au moins 10-20 cm de paillage dans un rayon d'1 mètre autour du pied. Comme ça, nous Et très épais. épais. On a cartonné aussi autour. Et mis du broyat par-dessus. Pour la première année. Pour la première année. Pour éviter la compétition des mauvaises herbes. Et aujourd'hui, est-ce que vous fauchez ou vous laissez comme ça? Là, ça sera entretenu. Bon, là, pour l'instant, je laisse pousser. Mais la réflexion que je me faisais, c'est que cette année, je pense que je vais pas m'amuser à trop lutter. Bon, tu vois, ce qu'on fait, c'est que chaque fois qu'on passe la tondeuse, toute la paille, je la remets au pied des arbres. Sa paille, ça continue à contribuer à limiter et l'envahissement par les herbes et puis à éviter l'évaporation. Donc chaque fois, généralement je fais de la fauche tardive. Quand c'est sec, je laisse les fleurs venir, je laisse les insectes faire leur cycle et je fais de la fauche tardive en août-septembre. Et donc toute cette paille, je vais la remettre autour des arbres. Ça contribue à l'apport de nutriments autour des arbres. Ça contribue à faire un paillage quand même qui va rester quelques années et qui évite l'évaporation. Là ça se voit même encore maintenant, hein, tu passes la main sous la paille alors que la terre elle est déjà en train de se craqueler dans la prairie. Sous la paille de l'hiver, tu vois que c'est frais encore. Donc ça contribue vraiment fort. Vous tondez tout à la fin quand même. Ah bah oui, parce que sinon on aurait de la ronce qui viendrait partout. Ici c'est un terrain qui s'embroussaille avec du rosier sauvage, de la ronce, de l'aubépine en pagaille, du prunellier aussi. Donc si tu fais rien, en 3 ans, tu te retrouves avec des friches comme tu as un peu partout sur les terrains abandonnés. Quoi. Des pré-forêts quoi. Bah, le problème c'est que tu te retrouverais vite avec un écosystème qui serait verrouillé pour 20-30 ans avec du prunellier, quoi. Du prunellier et de l'aubépine. Et avant que tu aies des arbres d'intérêt qui poussent là-dedans, c'est pas évident. Donc pour l'instant, je préfère. Puis bon, notre principe c'était d'avoir un verger dans lequel on puisse circuler, de favoriser les fruitiers. Donc tout en essayant de favoriser des apports de matière organique au pied des arbres et de la fraîcheur, on entretient quand même un peu le paysage. Et le fauchage, du coup, c'est avec un petit tracteur, Avec un petit tracteur. avec une installation de tondre. Voilà, sur de l'herbe haute comme ça, tu ne passes pas à la tondeuse. On a une tondeuse là, tu vois, tant qu'on fait ça au printemps de manière régulière, tous les mois, on arrive à passer à la tondeuse. Mais sinon, tu fais ça avec un coup de gyrobroyeur. Mais du coup, avec le tracteur, vous ne pouvez pas trop vous approcher aux arbres, j'imagine? Non,
Mais bon, comme il y a quand même, ça fait comme une grosse masse de Ah, paille. vous envoyez Je mets la... ça, je la gratte paille, et puis c'est je mets bon. la paille sur les bords. Hmm. En essayant de faire attention à respecter, tu vois, je me suis amusé à mettre des sauges, du romarin, bon, des plantes autour des arbres. Donc ça c'est plus. Bon, disons, tant qu'à faire, tant qu'à arroser un peu les arbres les premières années, ça me permettait de mettre des plantes volontairement au pied des arbres, ça me permettait de gérer un entretien pour quelque chose, et puis d'arroser pour quelque chose. Ouais. Je me dis que ça fait beaucoup de travail et qu'à la longue, ça finira par être juste broyé au pied des arbres. On va pas s'ennuyer, quoi. Donc tu vois ici, sous la route, il y a une trentaine d'arbres, ici il y en a une quarantaine. On les voit pas encore bien, hein. Puis chaque année, alors les premiers, ceux qui ont 4 ans, on les voit. Après, ceux qu'on a plantés l'année dernière, pour l'instant c'est des sions. Généralement j'ai planté les arbres au stade sion. Donc il faut le temps que ça vienne, quoi. Chaque année ça fait un rameau. Les années où c'est un peu sec, ça fait pas des grandes élévations. L'année dernière ça a bien poussé. Donc ils se sont bien structurés. Les arbres commencent à donner des fruits. J'éclaircis fort pour éviter de trop fatiguer les arbres. Et quel était à ton avis, qu'est-ce qui a fait que l'année dernière ça a poussé encore plus? Est-ce que c'est le stade ou est-ce qu'il y a eu plus de pluie ou... Bah là, déjà il fallait qu'ils s'installent. Ils s'installent, oui, c'est Et leur puis stade de ensuite, croissance. ouais, je pense que le temps que les racines s'installent, ça met un certain temps quand même, hein. Mhm. Surtout qu'on a quand même des sols très très lourds, quoi. En hiver, c'est très engorgé, donc c'est certainement pas évident pour les arbres. Après, on a des histoires, on a du campagnol en pagaille ici, Des compagnons. campagnol terrestre. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Le fait de pailler et de maintenir la fraîcheur au pied des arbres, c'est pas forcément l'idéal parce que ça les fait venir en été. Ah. La terre est malléable, donc maintenant j'arrose le moins possible aussi les arbres parce que j'ai toujours peur de favoriser la présence des campagnols au pied des arbres. Et vous avez eu des dégâts des compagnols pour l'instant? Je peux pas le voir, mais bon, des fois quand tu vois un arbre qui ne démarre pas bien, tu peux toujours te demander si le campagnol il vient pas rogner quelques racines. Hmm. Mais bon, tu vois, à mon avis, le kaki, ça doit pas être un. C'est rigolo parce que le kaki, les chevreuils n'y touchent pas. Le kaki, c'est Là, c'est celui-là? le feuillage qui est un peu jaune là pour l'instant, Ouais. il chlorose un petit peu et puis après il va reverdir. Mais typiquement, ça doit être. Le feuillage jaune, c'est du kaki là? Ouais, c'est un kaki, ce feuillage très luisant. C'est sur de la grune, moi. Ouais, non, mais c'est parce qu'ils jaunissent un petit peu au printemps quand ils poussent. Et puis après, je pense qu'ils ont un petit peu de difficulté au démarrage. Après, ça reverdit. Mais donc, typiquement, tu vois, les chevreuils, ils touchent pas du tout au kaki. C'est marrant parce que tu fous un pommier et un kaki côte à côte. Ils sont venus taper les poiriers et les pommiers ici. Ils n'ont pas du tout touché au kaki. Ils doivent sentir, il y a quelque chose qui leur déplaît dedans. Et je me dis que les campagnols, ils n'y touchent pas non plus. Et donc, des fois, bon, tu vois, un arbre qui pousse en 4 ans, 4-5 ans, plus l'année de pépinière, 5 ans, ça donne quelque chose comme ça. Donc, les pommiers, il faudra le temps. De l'autre côté, on a un pommier qui est magnifique. Après, comme on arrose peu, ça dépend vraiment, tu vois, ce qu'il a, et je crois qu'il a le même âge que les autres. Mais alors lui, il a peiné la première année, et puis après, pour redémarrer, il a mis du temps à revenir. Ouais. Et en fonction des suintements de la zone, de la fraîcheur, ici en plus on a de l'argile avec une nappe de calcaire granuleux un petit peu en profondeur, mais qui est à certains endroits qui affleure à 10 cm. Il n'y a pas 10 cm de terre. Ici, il y en avait encore, mais il y a des endroits, on le voit dans le glamping, là sur la coupe de terre, on voit des zones d'argile. Donc c'est plus ou moins affleurant. Et donc, je ne suis pas partout dans le sol, on ne sait pas trop où se trouve l'épaisseur de terre. Donc les arbres, ils font face à ça aussi, hein. J'ai vu comment vous avez gardé les pins, ça vous amène pas un peu ce sol un peu sec et acide? Au-delà du pin parasol, ils sont plantés sur le remblai du chemin. Ah, d'accord. Donc, non, c'est vraiment pas des régions à pin, hein, ici. Ouais, voilà. Là, c'est juste à mon avis, même si c'est sur les plaques pavillonneuses, ça doit être des remblais légers. C'est presque sur le fond, tu verras. Tu vas voir la tranche de sol avec le calcaire. Ah, ok. Donc là, on voit que de l'argile.
là, tu vois que de l'argile. Vraiment, sur la dernière tente, tu verras, on voit vraiment, il y a des tranches de sol qui sont vraiment, il y a 10 cm de terre en surface. D'accord, donc Sur parfois le c'est pas très profond parfois. Ah oui, ouais, bon, ça dépend des zones, hein. Ça dépend des zones. Parce qu'il y a des endroits, ici, je pense qu'on a plutôt on a un bon mètre, voire peut-être 2 mètres par endroit, 2 mètres de terre fraîche et assez humide. Mais sinon, là-haut en hiver, c'est de l'argile quasiment bleue, quoi. Avec des granulats calcaires dedans, enfin, au niveau de la grange. Je D'accord. pense que toute la zone plate devant la grange, c'est un sol très très maigre sur une dalle calcaire. Ici, dans le paysage, on a une nappe de calcaire, c'est une stratigraphie qui est classique dans le paysage, une nappe de calcaire à mi-pente, qui affleure un peu partout. Et d'ailleurs, généralement, c'est là-dessus que se trouvent les bosquets de chênes, parce que ça ne devait pas être exploitable au niveau agricole avant. Et donc, on a des bosquets de chênes qui sont anciens maintenant. Donc à mi-pente, tu veux dire que ça commence à partir de milieu de la pente? Là, à peu près à ce niveau-là, tu vois. On est à 300 mètres, à 150, 200 mètres d'altitude. Tu as une nappe mais qui ondule dans le paysage. Hein. D'accord. Allons faire Ok. un peu du côté du grand jardin. Alors, tu vois, ça date de l'année dernière. Bon, c'était un sion. Un mûrier. Il est bien parti celui-là. Donc là, la protection que les chevreuils Là, n'ont c'est juste pour le tronc du chevreuil. Ouais. C'est pour la protection contre les frottis. contre le frottis. Tu feras rien. Mais le chevreuil, je sais pas si ça attaquerait le mûrier. Je suis pas certain. Mais enfin, ici, avec La protection que tu as mis, c'est quelque chose qui ne servirait pas à grand chose. il serait capable. Ça arrive pas à s'en Généralement, passer. ils aiment bien frotter quand même la tête en bas. Ouais, ça commence en bas. Là, je voulais pas le remonter trop Même fort. sur un arbre aussi petit, ils vont se frotter? Ah bah là, ils te le Ouais, cassent. il casse tout. Ils te cassent. Ouais. Non, puis tu sais, ils ont leurs cornes et ils cherchent quelque chose pour se frotter. Ils ont des glandes, des glandes qui sécrètent des hormones, des marqueurs olfactifs. Et donc ils cherchent des petits troncs pour se frotter dessus. Et puis là, le marquage même physique du tronc sert de reconnaissance entre les bêtes. La phéromone, d'accord. Je sais pas si c'est de la phéromone ou si c'est de la, je sais comme chimie. Les hormones, ils ont une glande. Une glande. Il y a 2 ans, il était vraiment pas beau. Il avait vraiment peiné de la sécheresse. Puis en 2017, on est arrivé en 2017. Heureusement, on n'avait rien planté en 2017 parce que les voisins qui avaient planté, ils ont perdu le tiers de leur plantation. Ils avaient planté 1 hectare de vigne, ils avaient perdu un tiers de leur plantation de vigne parce qu'il a fait très très sec cette année. Et lui, il avait vraiment peiné. Et puis il y a 2 ans, toute la plante qui avait en face, qu'on avait fauchée sans la ramasser, sans faire de mal parce que le foin était très maigre, on avait mis toute la paille au pied, ça lui a fait un soin et il est bien reparti. Et vous avez mis combien d'épaisseur? On a fait 20 cm d'épaisseur de foin sur toute la couronne. Hein. C'est toute la couronne. Ça a pris toutes les racines. Quoi. Ah, ça a pris toutes les racines et donc ça a surtout gardé la fraîcheur tout l'été. Quoi. Et- Donc ça l'a, à mon avis, relativement sauvé parce qu'il n'était pas beau. Tu as de plus en plus d'arbres qui peinent maintenant avec les sécheresses. Quoi. Je sais pas si en Provence ça se voit. Nous dans le Loiret ça se... Ça se voit beaucoup, en tout cas là où il y a de l'eau et là où il n'y en a pas. Ça se voit sur le. Dans le village, il a du risque. Il a un peu plus, on le repêchait le matin, la tête dedans. Mais il avait arraché 4-5 piquets pour s'en sortir. Quoi. Le matin, on vient voir, on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui s'est déterré la clôture. Il a réussi à s'en sortir. Donc là, voilà, on a délimité un petit hectare. Juste, tu vois, la clôture elle est pas haute, elle monte à 1,50 m. Hein. Ça nous permettait de protéger les arbres, de toute façon même faire du jardin. Parce qu'on bon quand même en été, là depuis qu'ils ont fait sauter les sangliers, il y en a quand même beaucoup moins. Mais Les sangliers, ils traversaient ça? potentiellement ils auraient pu y venir si on s'était mis à faire. S'il y a à faire quelque du chose jardin d'intéressant, ouais. ici. Si tu arroses, ils le sentent. Les années sèches, les cochons, ils viennent à la fraîcheur. Donc ils seraient venus défoncer les arbres et tout ça. Là, on est tranquille. Il y a quand même 150 arbres qui sont plantés là dans le périmètre. Donc c'est assez tranquille. Et tu vois,
un pommier qui pousse bien, bah, c'est pareil, on doit être sur la zone fraîche. D'ailleurs, le bigarreau qui est là-haut et puis le pommier qui sont là, ils ont l'âge des kakis qu'on a vus. Et bon, ils ont pris une envergure qui est tout à fait décente pour Il a- des arbres il de a- 5 ans. Il a planté il y a 5 ans Planté il y a 5 ans. et il avait 2-3 ans au départ, c'est ça? Non, non, c'était des sions de l'année précédente. D'accord, donc il est vraiment jeune et c'est impressionnant, ouais. Ils ont bien poussé. C'est honnête, si tous nos arbres pouvaient pousser comme ça, l'année dernière, il a fait de très très belles élongations. Donc un arbre comme ça, bon alors, jusqu'ici au début on avait décidé qu'on ne ferait pas de taille, donc j'ai fait de l'arcure un petit peu artificielle avec les bambous, parce qu'ils ont tendance à partir de manière un petit peu verticale. C'est ça les maintient C'est pour les maintenir écartés un petit peu. écartés. Pour forcer l'écartement. Ça forçait un petit peu la mise à fruit, mais c'était plutôt pour structurer déjà les branches. Donc Ouais, ces sont là, bouts de tac. bambou Et tac. qui sont maintenus juste avec des Et là-haut aussi. bouts de tissu. Donc ça lui donne déjà une forme. En plus, comme on a décidé de ne pas faire de taille au démarrage, donc ça fait des arbres en basse tige. Et il y avait une raison pourquoi vous avez décidé de ne pas faire de taille au démarrage? Bah, disons qu'on n'avait pas l'intention de faire de pâturage en dessous. Donc, et en plus, c'était censé nous procurer nous faire une brise-vent. Donc, et puis en plus, ici, comme on est ouvert au plein ouest, on a vraiment des vents très forts, donc on n'avait pas envie de conduire les arbres en haute tige pour pas qu'ils prennent trop de claques avec le vent. Donc, on a décidé de les faire partir en basse tige. Puis bon, bah, la haute tige, ça n'a d'intérêt que si tu fais de l'élevage en dessous, quoi. Donc là, la basse tige, c'est intéressant. Ils viennent plus vite à fruit, tu les fatigues moins avec les tailles. Et puis c'est tout, ils font leur couronne plus bas près du sol. Bon, là, cette année, il y a un peu de pucerons. Un peu de puceron. Chez moi aussi. Mais il arrive à résister. Ah voilà. On n'est pas fait, mais là, tu vois, je me dis quand même que je vais peut-être être obligé de faire quelques tailles pour forcer un petit peu, puis pour éviter qu'ils deviennent trop foisonnants en végétation. J'aurais pensé différemment, c'est-à-dire que la première année, je n'aurais pas touché parce que Faut qu'ils s'installent. les racines, il faut qu'ils s'installent, mais après, je l'aurais taillé pour éviter qu'ils forcent trop. Parce que quand... Moi, ce qui m'inquiète plus ici, c'est les coups de vent. Parce qu'on a vraiment des coups de vent forts. Ça peut souffler à 100 à l'heure. Voilà. Avant, il y avait du vent. C'était du vent, maintenant, c'est plus du vent, c'est une tempête. Quand ça souffle, ça souffle. Ça souffle. Et puis Ça par casse tout. bourrasque. Ouais, c'est ça. C'est des bourrasques. Avant, il n'y fortes. avait pas ça. Avant, ça pouvait durer une Toi, semaine. en Provence aussi? Bah, chez nous, c'est le Mistral. Mais le moi, j'ai jamais vu le Mistral aussi fort depuis 2-3 ans. Quoi. Ah ouais. C'est vraiment le Mistral. Avec des gros coups de vent, mais violents. 120, 130. Ouais, c'est ça. Non, bah ça c'est encore autre chose. Les banquettes, elles sont derrière le. Donc là on a... Là-haut, derrière, c'est du. Là et à l'intérieur, on avait refait un petit enclos de 600 mètres carrés pour des poules. D'accord. Des canards. Et donc il y aura des poules là-bas. C'est prévu. Il y en a eu. Il y en a eu. Et là, le poulailler, il a migré. Ah, il a migré, d'accord. Donc c'est tout pour l'instant. On va laisser ça. De toute façon, j'ai planté des arbres aussi là-dedans. Donc cette clôture-là, c'est la clôture générale pour Ça, c'est- empêcher les chevreuils. Les grands chevreuils. Et ça, c'était un grillage à poules pour empêcher les poules et pour empêcher les prédateurs. Et si le verger en fait c'est une haie fruitière qui longe le grillage, c'est ça? Attends, regarde. C'est beau, il y a des éperviers et tout. En pleine migration, ils sont là. Et les éperviers, ouais. Les éperviers sont en face. Hop, ils viennent plonger. Ah, ça, c'est pas des éperviers, c'est des guêpiers. Des guépiers. Ah oui, pardon. C'est moi qui me suis trompé. Ah oui, c'est rigolo, ouais. Ouais, les guépiers, ils sont en pleine Ouais, ils migration. arrivent, et- Ouais, c'est ça. Ils sont là et ils stagnent. Hein. C'est sympa. Donc là, on est comme ça. Donc on est là On est à et l'entrée, c'est là. la ligne des arbres. C'est la ligne des voit. arbres. Et on a des arbres à l'intérieur au fond qu'on ne voit pas encore. Et il y a un peu à l'extérieur. Ouais, voilà. On les voit pas bien parce que c'est pas ça émerge pas bien de l'herbe, mais en fait, moi je suis assez content. Ils sont assez beaux pour des arbres de 2, 3, 4 ans. Et là derrière, c'est la zone que vous avez laissée en friche. Et donc Du là, coup, il y a c'est les genêts. toute la colline qui reste en friche et tu vois, bon, le genêt vient. Ouais. Là, il y en a des chevreuils dedans. Ah bah là, ils sont là-dedans. Et puis en face, là, il y a une petite zone juste en haut de la zone de genêt. C'est la nappe de calcaire et là, il y a du blaireau. On est du blaireau tiers.
D'accord. Les blaireaux, ils se cachent normalement dans les, Dans les surtout, il leur faut un terrain dans les bois. relativement meuble pour pouvoir creuser leur Ah, parce leur qu'ils terrier. creusent, oui, pour Ouais. avoir des vers et des insectes, d'accord. Non, 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 pour faire leur terrier. C'est comme un. Enfin, le renard, ça ne creuse pas, mais c'est comme un lapin. Souvent, le renard, il va loger chez les blaireaux. Mais oui, ça fait comme du lapin. Ça fait des Ah, terriers, d'accord, je mais savais ça pas. te creuse. D'accord, il fait son... Vous avez C'est pensé grand. à des aménagements pour la faune sauvage? C'est-à-dire des nouvelles carennes artificielles ou Des garennes ici. Alors ici, c'est rigolo parce que il y a du lièvre. Il y a pas, à 500 mètres d'ici, on a des voisins, quand ils se plantaient une vigne, ils ont du garenne qui leur a fait des gros dégâts sur la vigne. Et nous, on a juste du lièvre. Alors il y a un lièvre qui avait tapé un poirier la première année, bon, mais il nous fait plus trop celui-là. Bon, en bas, là, quand on a creusé la mare, toutes les broussailles, je lui ai dit mettez ça dans le tas, ça nous fera une garenne. Mais manifestement, le lièvre exclut le garenne du territoire. oui,